Bonsoir à tous, bienvenue à Conversation sur l'arthrite. Gluten, maladie cœliaque et arthrite. Je suis Isabelle Robillard, spécialiste mission à la Société de l'arthrite du Canada. Alors, je suis désolée, j'ai vu qu'on n'avait pas mis les bonnes diapositives pour débuter la soirée, mais soyez rassurés, tout se passera bien en français. Alors, puisque nous nous réunissons ce soir à, à partir de différents endroits, j'aimerais souligner que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kanyen-Kahaka, Mohawk Nation et Haudenosaunee. Je suis reconnaissante d'avoir la possibilité de travailler et de vivre sur ce territoire avec des gens de toutes les cultures, identités et origines. Puissions-nous, ensemble, bâtir une communauté fondée sur l'équité, la diversité et l'accès à la santé pour tous. Alors ce soir, nous recevons Christine Desjardins, diététiste pour Cœliaque Québec. Avant de débuter, voici quelques conseils techniques pour la présentation. Le webinaire va être plus facile à visionner sur un ordinateur portable ou de bureau. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez envoyer un courriel à questions@arthrite.ca. Pour adresser votre question à notre invité, cliquez sur Questions-réponses au bas de l'écran. Nous essaierons de répondre au plus de questions possibles à la fin de la présentation. Donc, j'entends que le son est très faible. Je vois que le son est très faible. Je vais essayer de parler un peu plus fort et demander à mes amis de bien vouloir peut-être augmenter un peu mon volume. Alors donc, vous pouvez aussi augmenter normalement le volume dans le coin inférieur droit de votre écran. Alors, vous pouvez, pour adresser votre question à notre invité, désolé, cliquez sur Questions-réponses au bas de l'écran. Nous essaierons de répondre au plus de questions possibles à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi cliquer sur la fenêtre Converser qui se situe au bas de l'écran pour échanger avec d'autres participants et avec les modératrices de la Société de l'arthrite du Canada. Pour quitter la boîte de questions ou clavardage, cliquez sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. Le webinaire est enregistré et nous vous ferons parvenir un lien vers l'enregistrement et les diapositives qui seront présentées ce soir dans les prochains jours. Alors, je souhaite remercier Pfizer ainsi que l'ensemble de nos commanditaires pour leur soutien à la série de webinaires Conversations sur l'arthrite. Merci aussi à Cœliaque Québec pour leur collaboration à cette présentation. Le régime sans gluten est souvent envisagé comme une façon de soulager les douleurs articulaires. Mais est-ce que cette approche est vraiment fondée? À l'occasion du mois de la sensibilisation à la maladie cœliaque, la nutritionniste Christine Desjardins abordera d'abord plusieurs sujets essentiels, notamment ce qu'est la maladie cœliaque, les différences entre allergie et intolérance, les effets possibles du gluten sur les articulations, les façons de repérer le gluten sur les étiquettes et d'autres intolérances alimentaires fréquemment observées. Nous prendrons ensuite le temps de répondre à un maximum de questions. Toutefois, je vous rappelle, comme à toutes les fois, qu'en raison de la nature générale du webinaire, c'est pas possible de traiter des cas individuels ou d'offrir des recommandations personnalisées. On espère que les informations présentées vont vous outiller pour aborder ces sujets avec vos professionnels de la santé afin d'obtenir un diagnostic ou des conseils adaptés à votre situation. Alors, bonsoir Christine. Est-ce que Bonsoir. Merci. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre les différences entre maladie cœliaque et intolérance au gluten? Oui, certainement. D'abord, je veux juste dire bonsoir à tout le monde. Merci Isabelle pour la belle introduction et l'invitation. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir pour vous parler d'un sujet qui me passionne particulièrement. Vous allez voir. La première question, vraiment excellente, très d'actualité. Puis, ce qui est drôle, Isabelle, c'est que si on m'avait posé cette question-là il y a 15-20 ans, j'aurais répondu différemment. J'aurais répondu que c'est exactement la même chose. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait mes cours en nutrition, à l'époque, on utilisait les termes maladie cœliaque et intolérance au gluten pour décrire la même chose, pour décrire la maladie cœliaque.
Mais on s'est rendu compte avec le temps que le terme intolérance n'est pas tout à fait approprié pour bien décrire la maladie cœliaque. Je vous explique un petit peu pourquoi avec cet organigramme-là. Ce que vous voyez, c'est les différentes maladies qui sont causées par la consommation de gluten. Vous voyez qu'il y en a quand même quelques-unes. Je vais parler plus longuement de certaines, mais si on va complètement à gauche, vous avez la classe des maladies auto-immunes. Et je suis certaine que vous êtes plusieurs ce soir à déjà connaître les maladies auto-immunes. C'est des maladies dans lesquelles il y a un dérèglement immunitaire. Donc, au lieu de protéger l'organisme contre un intrus, le système réagit en s'auto-attaquant. Et ça, c'est ce qui se produit dans la maladie cœliaque lorsque la personne ingère du gluten. Vous avez aussi dans les maladies auto-immunes la dermatite herpétiforme, qui est la forme cutanée de maladie cœliaque. Donc, c'est l'apparition vraiment d'une éruption cutanée suite à l'ingestion de gluten. Et il y a aussi l'ataxie au gluten qu'on n'explique pas encore très bien, mais on sait que c'est une pathologie qui va affecter le cervelet. Donc, il va y avoir une destruction d'une certaine partie du cervelet et ça va amener des troubles de la coordination. La maladie cœliaque, c'est vraiment plus qu'une intolérance alimentaire. Une intolérance alimentaire, généralement, ça n'implique pas de réaction immunitaire. Alors, ça a été vraiment classé dans les maladies auto-immunes. Vous avez en plein milieu l'allergie. Puis là, je vais casser un mythe. L'allergie au gluten, à, à proprement parler, ça n'existe pas. On parle plutôt d'une allergie au blé. Mais par défaut, ça va inclure le gluten. Donc, le gluten va aussi provoquer une réaction parce que c'est une protéine du blé. Mais généralement, les gens qui sont allergiques au blé vont réagir à l'ensemble des protéines du blé. Donc, on n'éliminera pas seulement le gluten de l'alimentation à ce moment-là, mais le blé au complet. Et là, vous cherchez sûrement le mot intolérance. Vous dites, est où l'intolérance au gluten là-dedans? En fait, le terme intolérance au gluten, médicalement parlant, il n'est plus vraiment utilisé. Il est un peu remplacé par une pathologie qui s'apparente à une intolérance alimentaire, mais qu'on n'est pas certain encore si c'est peut-être un peu plus qu'une simple intolérance alimentaire. On appelle ça la sensibilité au gluten ou au blé, on n'est pas certain, non cœliaque. Je vais vous en reparler un petit peu plus loin de cette pathologie-là. La maladie cœliaque, pour expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est, donc c'est une maladie auto-immune en réponse à l'ingestion de gluten. Chez la personne qui consomme du gluten et qui a cette maladie-là, il va y avoir une réaction immunitaire et inflammatoire disproportionnée. Et ça va se produire initialement dans le petit intestin. Si vous voyez un peu sur l'image, on a comme grossi, c'est comme si on regardait un petit peu la muqueuse intestinale avec un microscope et on voit que la muqueuse intestinale n'est pas plate, hein, elle est faite en forme de repli. On appelle ça des villosités. Puis les villosités, quand la maladie cœliaque est active, elles vont s'atrophier. Donc, elles vont rapetisser, comme vous voyez sur l'image, la deuxième image de l'intestin à droite. Et ça compromet l'absorption des nutriments parce que je diminue la surface d'absorption de l'intestin grêle. Et ça va engendrer plusieurs complications, des carences nutritionnelles, etc. Tant qu'il y a du gluten dans l'organisme de la personne, cette réaction-là va avoir lieu. Et ça touche à peu près 1% de la population. Ça peut toucher les enfants, les adultes, les gens d'origine ethnique diverses également. Quels sont les signes et symptômes? Je pourrais faire une conférence de 2 jours pour vous parler des signes et symptômes, mais on va rapetisser. Il y en a 200 signes et symptômes possibles. C'est pour ça que j'ai mis un petit caméléon, parce que c'est une maladie qui se présente vraiment de différentes façons. On n'explique pas encore très bien le pourquoi, mais c'est vraiment très particulier. On peut avoir des symptômes digestifs, comme de la diarrhée, une perte de poids, de la malabsorption, qui est ce qu'on appelle la maladie dite classique. C'est vraiment un profil type là, bien défini, mais on peut avoir aussi plein d'autres symptômes digestifs. Ça peut être des ballonnements, du reflux, des nausées, des douleurs abdominales. Nommez-les, ils sont tous là. Et on peut avoir zéro problème digestif. C'est très particulier. Oui, la réaction initiale, elle a lieu dans l'intestin, mais c'est une maladie qui peut toucher l'ensemble des systèmes du corps. On peut avoir des problèmes cutanés, on peut avoir de la fatigue, du brouillard cérébral, des douleurs articulaires, je vous en reparle tantôt, des maux de tête,
Vraiment, la liste est extrêmement longue. Et encore plus bizarre que ça, on peut être carrément asymptomatique. C'est-à-dire que cliniquement, on va se présenter chez le médecin sans symptômes, mais si on fait les tests de dépistage, oups, ça sort positif. Ça, c'est un phénomène très difficile à expliquer, mais j'en ai vu plusieurs en clinique. J'ai vu, entre autres, un athlète de haut niveau qui gagnait toutes ses compétitions, tout allait bien. Sa mère s'est fait diagnostiquer, donc lui a passé un test de dépistage. Finalement, ils ont découvert de l'anémie. Surprenamment, il n'était pas fatigué. Et finalement, il y avait une maladie cœliaque en dessous de ça. Mais une fois qu'il a suivi son traitement, il m'a rappelé et dit, Christine, mes performances ont vraiment se sont améliorées. Donc, finalement, il y avait un petit peu de fatigue, mais il ne soupçonnait pas sa fatigue. Puis, la maladie cœliaque va amener aussi des complications silencieuses. Ça peut amener de l'ostéoporose, de l'infertilité. Il y a aussi des pathologies qui sont souvent associées avec la maladie cœliaque, comme le diabète de type 1, par exemple. Fait que vraiment une maladie qui se présente là, de différentes façons. Comment on la diagnostique? Bien sûr, ben, on va aller voir son médecin. Si on n'a pas de médecin de famille, les infirmières praticiennes peuvent également passer le test de dépistage. Donc, c'est une option. Et on va faire une simple prise de sang pour le dépistage. On va aller détecter des anticorps bien spécifiques à la maladie cœliaque. En fait, ce qui se produit là, quand on ingère du gluten et qu'on est cœliaque, on va produire des anticorps qui sont un peu des petits soldats là, qui vont se porter à la défense du corps, mais créer des dommages en même temps. Puis ces anticorps-là circulent dans le sang. On est capable de les détecter. C'est positif. Les chances sont vraiment fortes que ce soit une maladie cœliaque, mais comme les prises de sang, ce n'est pas à 100% parfait, on va aller faire une biopsie de l'intestin grêle. Ça se fait par gastroscopie, donc c'est pas par le bas, mais par le haut. Donc, on va dans l'estomac jusqu'au petit intestin. On va aller prélever des portions de la muqueuse et on va analyser est-ce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle de l'atrophie vélocitaire, donc mes petites vélocités qui ont rapetissé. Super important, vous allez m'entendre le dire une autre fois dans la présentation plus tard. Si vous voulez passer un dépistage de maladie cœliaque, il faut manger du gluten. Il ne faut pas l'avoir arrêté là, plus de 1 à 2 mois avant d'aller passer les tests de dépistage parce que c'est une réaction immunitaire. Si le déclencheur n'est pas là, il n'y aura pas de réaction, donc on va passer à côté du diagnostic. Le traitement, je pense que vous avez déjà une bonne idée, ben, c'est une alimentation strictement sans gluten, c'est-à-dire aucune source de gluten dans l'alimentation, mais également, il va falloir faire attention à la contamination, c'est-à-dire toutes les petites miettes là, qui pourraient entrer en contact avec notre alimentation ou par exemple un couteau qui a servi à beurrer du pain régulier, je ne pourrais pas le réutiliser pour beurrer du pain sans gluten. Donc, ça va jusque-là, la maladie cœliaque. C'est pas une allergie, hein, mais c'est un peu une maladie qu'on va traiter. On va lui attribuer la même rigueur qu'une allergie parce que vous voyez la petite photo, c'est cette quantité-là de pain par jour qui est suffisante pour déclencher la réaction. Et oui, c'est pas microscopique, heureusement, mais c'est très petit et c'est sur l'ensemble de toute une journée. Et ce traitement-là, ça va être pour la vie. Malheureusement, dans le moment, il n'y a pas de médicaments ou de traitements ni de produits naturels pour traiter la maladie cœliaque. Une petite gorgée d'eau. Maintenant, je passe à la sensibilité au gluten ou au blé non cœliaque. Donc là, on tombe dans l'inconnu. En fait, c'est très particulier. On sait que ça existe, la sensibilité au gluten, mais on n'est pas certain de qu'est-ce qui déclenche vraiment les symptômes. Est-ce que c'est vraiment le gluten? Les gens qui ont ça vont se présenter un peu comme une personne qui est cœliaque, avec des symptômes souvent digestifs, beaucoup de fatigue, des douleurs articulaires, des maux de tête, etc. Mais il n'y aura pas d'atteinte au niveau de l'intestin. Et il n'y aura pas non plus de complications graves, comme ça peut être le cas en maladie cœliaque. Et on sait que lorsque ces personnes-là retirent le gluten de leur alimentation, ben, elles vont mieux. Et dès qu'elles le réintroduisent, ça se met à mal aller. On estime que ça touche 1 à 6 personnes, 1 à 6 personnes sur 100. Donc, c'est quand même
pas négligeable, c'est quand même beaucoup, mais c'est difficile de savoir exactement la prévalence parce qu'il n'y a aucun test diagnostique. À l'heure actuelle, on ne peut pas diagnostiquer avec une prise de sang ou un examen cette pathologie-là. Ce qui est vraiment important, si vous soupçonnez avoir une sensibilité au gluten, allez vous faire dépister en premier pour la maladie cœliaque parce que peut-être qu'en dessous de vos symptômes, il y a une maladie cœliaque qui se cache là. Et aussi, euh, parler à votre médecin, il peut avoir une allergie au blé qui va mimer un peu les symptômes d'une sensibilité au gluten. Le gluten est-il vraiment coupable? Je vous raconte une anecdote. J'aime ça raconter des anecdotes. Il ne faut pas trop que j'en raconte parce que je vais dépenser mon temps. Mais j'étais avec notre directrice générale chez Cœliaque Québec dans un congrès de maladie cœliaque l'automne passé et il avait réservé une après-midi complète sur la sensibilité au gluten. Il y avait 4 ou 5 chercheurs qui étaient là et je vous le dis, les 4, 5 chercheurs ne s'entendaient pas sur ce qu'était vraiment la sensibilité au gluten. Ce qui veut dire qu'on va devoir poursuivre les études là-dessus. Il y a des chercheurs qui disaient, ben, c'est peut-être d'autres molécules dans le blé, comme les inhibiteurs de l'amylase trypsine ou les agglutinines du germe de blé. On sait que ça peut déclencher des symptômes. Il y a certains chercheurs qui ont parlé de l'effet nocebo. Vous avez sûrement entendu parler de l'effet placebo. L'effet nocebo, c'est son proche cousin. Mais en fait, c'est le fait de penser qu'une substance ou un aliment est nocif pour nous, quand on l'ingère, ça va déclencher des symptômes. Le cerveau peut nous jouer ce tour-là, mais les symptômes sont vraiment réels, là. C'est quand même assez fort. Puis il y a eu des études vraiment en lien avec le gluten. Je ne dis pas que c'est ça qui arrive à tout le monde, mais chez certaines personnes, ça va être un effet nocebo. Parce que quand on leur donne du gluten à l'aveugle, sans que ces personnes-là le sachent, il n'y a pas déclenchement de symptômes. Donc, c'est quand même très intéressant à étudier. Et un autre qui est pointé beaucoup du doigt, ce sont les FODMAP. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui avez un diagnostic d'intestin irritable. Si oui, probablement que votre médecin ou votre nutritionniste vous en a parlé. Les FODMAP, ce sont des glucides, contrairement au gluten qui est une protéine. Et c'est des glucides qui ont tendance à fermenter un peu plus dans l'intestin. Puis chez les gens qui ont un intestin plus sensible, ça va provoquer des fois des douleurs, des ballonnements, des diarrhées, des gaz, etc. Et ce qui est particulier, c'est que les céréales qui contiennent du gluten contiennent également des FODMAP. Vous voyez, je les ai surlignés en jaune, blé, orge, seigle, entre autres. Et donc là, si on retire ces céréales-là, on a à se poser la question, est-ce que c'est les FODMAP ou c'est le gluten finalement auquel je réagissais? Ça, c'est des trucs qu'on peut tester, là, par exemple, en consultation. Il y a des essais alimentaires qu'on peut faire avec ça pour vous guider. Mais pour vous donner une petite piste, généralement, quand c'est les FODMAP auxquels on est intolérant, on va être capable de manger certaines quantités avant que ça déclenche des symptômes. La sensibilité au gluten, la quantité tolérée va être beaucoup plus petite. C'est difficile de vous dire combien, là, mais une bouchée serait susceptible, par exemple, de déclencher des symptômes. Ce n'est pas le cas avec les FODMAP. On va pouvoir tolérer peut-être une tranche de pain par jour, par exemple. Donc voilà, fait que la sensibilité au gluten, peut-être qu'on se reverra dans 10 ans puis que je pourrai vous donner plus d'informations, mais pour l'instant, il y a encore des zones grises à ce niveau-là. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine, là. C'était hyper intéressant comme information et j'ai beaucoup appris. Euh, Est-ce qu'il y a un lien qui a été démontré entre la consommation de gluten et l'aggravation des douleurs articulaires? Oui, très, très, très bonne question. Euh, oui, dans certains cas, on peut faire un lien. Je vous explique un petit peu dans quelle situation on voit ce lien-là. On le voit en maladie cœliaque, hein, j'en ai parlé un petit peu au début. C'est très fréquent, les douleurs articulaires en maladie cœliaque. Là, on estime que plus de 60 des gens vont avoir des douleurs articulaires au moment, après l'ingestion de gluten. L'hypothèse derrière ça, c'est que chez les gens qui sont cœliaques, on sait qu'il y a une dysbiose intestinale, c'est-à-dire que notre environnement bactérien est différent d'une personne en santé. C'est le cas aussi dans certaines formes d'arthrite. Il y a peut-être des liens justement à faire entre les deux, mais du moins en maladie cœliaque, il y a ça et il y a aussi une augmentation de la perméabilité intestinale. Habituellement, vous voyez le premier petit dessin, j'ai des belles cellules toutes collées qui laissent rien passer. Chez les gens cœliaques, les jonctions entre les cellules vont se
je vais dire un anglicisme, se desserrer, s'écarter un peu. Puis, ça va faire que certaines substances pourraient passer la barrière intestinale, se retrouver dans la circulation et migrer vers les articulations. On pense qu'il y aurait un axe intestin-articulation qui pourrait peut-être expliquer que finalement, on se retrouve avec ces douleurs articulaires-là. Et ce qu'on sait, c'est que quand les gens retirent le gluten, chez les gens cœliaques, bien évidemment, ça permet une nette amélioration, voire même dans certains cas, une disparition complète des douleurs articulaires. C'est sûr que si j'ai une polyarthrite rhumatoïde par-dessus une maladie cœliaque, je ne vais probablement pas régler tous les problèmes articulaires, mais quand il n'y a pas de maladie comme telle diagnostiquée, ça peut nettement aider. Je vais aller un petit peu plus loin. Il y a pas beaucoup d'études hein, sur tu sais, gluten arthrite, maladie cœliaque arthrite. J'ai fouillé, j'en ai trouvé deux intéressantes à vous parler. Il y en a une chez les enfants. Ils ont découvert que chez les enfants qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde, la prévalence de maladie cœliaque, elle est au moins 2,5 peut-être un peu plus. Si vous vous rappelez tantôt, je vous disais que c'est une personne sur 100. Mais chez les enfants, avec j'ai dit polyarthrite, hein, mais arthrite juvénile, pardon, avec arthrite juvénile, on est plus à 2, 3 enfants sur 100. Alors, il y a plus de maladies cœliaques chez les jeunes qui souffrent d'arthrite. Et ils ont aussi fait, il y a une étude qui a été faite chez les adultes. C'est pas parfait comme étude parce qu'ils sont allés voir des dossiers médicaux. Ils n'ont pas fait des dépistages de maladies cœliaques, mais ils ont pris, dans le fond, les gens qui sont connus pour de la polyarthrite rhumatoïde et ils sont allés voir dans les dossiers médicaux qui, parmi ces gens-là, ont aussi un diagnostic de maladie cœliaque. Et ce qu'ils ont vu, ils ont vu une association chez les femmes. Ils n'ont pas constaté cette association-là chez les hommes, mais chez les femmes, ils ont vu, vous voyez l'écart entre les deux bords. La barre d'en bas, c'est la population générale en santé. La barre plus haute, c'est les femmes qui ont de la polyarthrite. Et ça, c'est le taux de maladie cœliaque. On est chez les jeunes femmes à peu près le double de prévalence. Puis là, vous dites, qu'est-ce qui arrive quand on est plus vieux? Les bords se rejoignent. En fait, c'est qu'il y a 20, 30 ans, la maladie cœliaque, c'était presque pas diagnostiqué. Donc, chez les personnes plus âgées, c'est normal que les taux soient plus bas parce qu'il n'y en a pas eu de diagnostic. Mais si on avait fait des prises de sang, hein, on en aurait probablement trouvé. Donc, ce qu'on retient, c'est que euh, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie cœliaque ont certains atomes crochus parce qu'on le sait, il y a un terrain génétique commun entre plusieurs maladies auto-immunes. Quand on a déjà une maladie auto-immune, généralement, on est comme plus susceptible d'en développer une deuxième. Donc, ça, c'est un peu le lien maladie cœliaque-arthrite. Maintenant, il y a encore moins de données probantes, de données scientifiques sur la sensibilité au gluten et les douleurs articulaires, mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Ça, c'est une étude italienne chez pas loin de 500 patients qui pensent avoir la sensibilité au gluten. Vous vous rappelez, il n'y a pas de diagnostic, donc c'est toujours à prendre avec un grain de sel, mais il y a 31 des gens avec sensibilité au gluten qui ont des douleurs soit musculaires ou articulaires. Ça reste quand même un pourcentage assez élevé. Puis, il y a cette autre étude-là ici. Ils ont un peu répertorié là, différentes études qui ont été faites, qui ont analysé toutes sortes de cas possibles. Et ils ont découvert que les patients qui sont atteints de fibromyalgie ou de spondylarthrite pourraient, j'ai mis pourraient en gras au conditionnel, bénéficier d'un régime sans gluten dans certains cas, mais ils ont bien précisé qu'il faudrait faire des études plus costaudes pour vraiment prouver ça. Mais dans certains cas, les gens qui avaient ces deux problématiques de santé-là et qui présentaient soit de l'anémie, de la fatigue, une candidose orale, des symptômes digestifs ou une histoire familiale de maladie cœliaque, ces gens-là bénéficiaient cliniquement, donc leurs symptômes s'amélioraient avec une alimentation sans gluten. Pas tous, évidemment, mais il y avait des cas qu'ils ont constatés. Et il y a un syndrome qui est quand même vraiment, lui, l'association est vraiment faite, là, le syndrome de Sjögren. J'espère l'avoir prononcé correctement. Sjögren, dans le fond, qui touche là, les yeux, la bouche, entre autres. Et on le sait, la prévalence de maladies cœliaques et de sensibilité au gluten, elle est beaucoup plus élevée chez les gens qui ont ce symptôme-là. Donc, voilà, ça fait un petit peu les liens problèmes articulaires, maladies cœliaques, sensibilité au gluten. Merci, merci beaucoup. Et c'est quoi le fameux gluten? Ouais.
Oui, c'est quoi ça, le gluten? Ça mange quoi en hiver? Euh, le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve naturellement dans plusieurs céréales. Je vous les mets ici. Il y a le seigle, l'avoine régulière, parce que l'avoine, ça ne contient pas de gluten, mais à cause des champs de blé qui sont souvent à proximité, puis les méthodes de culture et de transformation, l'avoine régulière, elle est souvent contaminée. Donc, mais il existe de l'avoine avec la mention sans gluten. Ça, on peut la consommer si on est cœliaque. Donc, seigle, avoine, blé, orge, triticale. Et le gluten, dans le fond, c'est une protéine de stockage pour la plante. Ça stocke son énergie. Et en cuisine, on l'apprécie particulièrement parce que euh, ça signifie colle en latin. Et c'est ça qui va donner du volume, du moelleux. C'est ça qui rend les pains, les pâtisseries aussi tendres. Vous avez sûrement peut-être essayé déjà un pain sans gluten, hein. Vous avez vu, c'est vraiment différent. La texture est plus dense. Le pain est beaucoup plus petit également. Puis, dans quoi est-ce qu'on peut retrouver du gluten? Il y a des aliments qui sont très évidents, hein, les pains, les céréales, tout ce qui est dessert, pâtisserie, biscuits, pâtes, croûtes à pizza, etc. Mais le gluten peut vraiment se retrouver dans beaucoup d'aliments vraiment insoupçonnés. Je vous mettrai au défi là, de faire le tour de votre garde-manger. Je suis pas mal sûre que 50% de vos denrées peuvent contenir du gluten. On peut en retrouver dans toutes sortes de produits transformés, des bouillons, des soupes, des viandes transformées, des sauces. C'est vraiment un ingrédient qui est omniprésent sur le marché alimentaire. Ce qui veut dire que quand on veut déterminer si notre produit contient du gluten, il va falloir aller voir l'étiquette. Parce que le gluten est une substance à déclaration obligatoire depuis 2012 au Canada. Ce qui veut dire que tous les ingrédients, tous les aliments qui contiennent du gluten vont devoir être déclarés avec les mots de l'acronyme SABO. Seigle, avoine, blé, orge, triticale. Donc, vous avez seulement ces 5 mots-là à retenir et il y a quelques endroits à vérifier sur l'étiquette. On peut déclarer le gluten soit dans la liste d'ingrédients, puis là, on va le mettre en parenthèse à côté du mot problématique. Par exemple, si j'utilise de l'épeautre, qui est une variété de blé, je dois mettre en parenthèse le mot blé à côté. Comme ça, les gens qui mangent sans gluten peuvent facilement identifier la source de gluten. Sinon, je peux le mettre dans la mention contient. Contient blé, contient orge, etc. Ça, c'est la première étape. S'il y a sabot dans les ingrédients où la mention contient, le produit sera à éviter si on mange sans gluten, qu'on est cœliaque, par exemple. La deuxième chose à vérifier, c'est la mention peut contenir. Peut contenir, ça veut dire que le fabricant juge qu'il y a eu un risque de contamination dans son usine et il vous déclare un risque, le risque de contamination. Pour les gens qui sont cœliaques, malheureusement, s'il y a sabot dans peut contenir, ils vont devoir éviter le produit. Pour les gens sensibles au gluten, c'est moins clair. On pense que certaines personnes pourraient tolérer la contamination. Je vous montre aussi l'allégation sans gluten. Ça, c'est vraiment quand vous voyez là, la mention sans gluten sur l'étiquette. Sachez que ça, c'est réglementé par une loi au Canada et dans plusieurs pays. Ça veut dire qu'il n'y a aucune source de gluten dans le produit et je ne dépasse pas un certain seuil de contamination. C'est un seuil qui a été jugé sécuritaire pour les personnes atteintes de maladies cœliaques. Et il y a aussi les certifications sans gluten. La certification, c'est que le fabricant, il va payer un organisme qui va venir certifier le produit. Donc, ils vont vérifier les mesures en place, ils vont doser des échantillons et ils vont dire oui, c'est beau, votre produit est bien sans gluten et ils vont mettre un sceau de certification sur le produit. Ici en bas, vous voyez, là, c'est les différents sceaux de certification qu'on va retrouver la plupart du temps sur nos produits en tablette. Donc, c'est des logos auxquels vous pouvez vous fier. Quelques petits exemples d'étiquettes pour rendre ça concret. Ici, c'est un contenant de fécule de maïs. Je fais une petite lecture d'étiquette. J'ai ingrédients, fécule de maïs. Jusque-là, ça va. J'ai pas de mention contient, mais j'ai une mention peut contenir et on a du blé. Alors, malheureusement, si on est atteint de maladie cœliaque, on va devoir éviter ce produit-là. Je vais peut-être en surprendre plusieurs. Il y a du Kraft Dinner sans gluten maintenant. Et il est clairement là, identifié avec la mention sans gluten. Alors, d'emblée, on sait que c'est sécuritaire. On n'aurait pas besoin d'aller voir plus loin sur l'étiquette. Un exemple de sauce à poutine. Ici, c'est un exemple de logo de certification de l'Association canadienne de maladies cœliaques. Même chose, on voit le logo, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et finalement, ici, c'est un exemple de bouillon
où j'ai pas de mention sans gluten, j'ai pas de logo, je vais aller voir mes ingrédients. Puis là, je regarde vite, vite, je vois pas sabot, j'ai pas de mention contient, j'ai pas de mention peut contenir. Donc, en théorie, ce produit-là, ce serait un produit sécuritaire. J'ai fait ça rapidement. Il y a des petites subtilités, il y a des fois des ingrédients un peu plus à risque de contamination. Quand on fait un enseignement vraiment sur la lecture d'étiquette, on va un petit peu plus loin. Mais grosso modo, là, c'est pas mal la façon d'identifier le gluten sur les étiquettes. Merci. C'est pas si simple, hein? Ça Non, augmente la longueur de faire l'épicerie. oui, beaucoup. Alors, Christine, il y a plusieurs personnes qui décident de couper le gluten de leur alimentation pour voir s'ils ont des effets bénéfiques. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est vraiment une bonne question. Tout à l'heure, j'ai parlé du lien entre gluten, arthrite, maladie cœliaque, sensibilité au gluten. Mais qu'en est-il quand on n'a pas nécessairement une maladie cœliaque ou on n'a pas eu encore de dépistage, puis on ne sait pas si on est sensible au gluten? On veut couper le gluten, par exemple, pour des douleurs articulaires ou des douleurs digestives. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'en dehors de la maladie cœliaque ou de la sensibilité au gluten, il n'y a pas de lien clairement établi entre le gluten et les douleurs articulaires ou le gluten et les problèmes digestifs. Le lien est là s'il y a une maladie cœliaque ou une sensibilité au gluten, mais sinon, ce n'est pas clair. Donc, si vous dites, moi, j'aimerais quand même essayer, je veux voir, est-ce que ça améliore mon état de santé? La problématique avec ça, c'est que si vous le faites avant un dépistage de maladie cœliaque, c'est mon éditorial numéro 2, eh bien, on pourrait fausser les tests diagnostiques. Donc, comme je le disais tantôt, avant de débuter un régime sans gluten, vaut mieux aller faire un dépistage de maladie cœliaque. Comme ça, on est sûr et certain, est-ce qu'il y a une maladie cœliaque ou pas en dessous de ça. Si vous êtes dans la situation où vous avez déjà cessé le gluten, puis là, vous allez mieux, vous dites, ça va bien, mais tiens, j'aimerais peut-être savoir si j'ai une maladie cœliaque. Malheureusement, à l'heure actuelle, là, on n'a pas vraiment beaucoup d'options. Il y a une chose que vous pouvez faire avant de réintroduire le gluten, c'est de voir si vous avez les marqueurs génétiques qui sont nécessaires pour développer la maladie cœliaque. Vous pouvez demander ça à votre médecin. Ça s'appelle les HLA DQ2 et DQ8. Ça en prend minimum un des deux. Si vous n'avez ni un ni l'autre, ce n'est pas une maladie cœliaque. On cherche autre chose. Donc, pas besoin de faire de test de dépistage. Si c'est positif, là, on est un peu mal pris parce que c'est pas parce qu'on a la génétique que nécessairement on a la maladie. Comme vous voyez dans les petits ronds, bleu foncé, c'est toute la population. Bleu pâle, c'est toutes les personnes qui possèdent les marqueurs HLA, DQ2, DQ8. Il y en a beaucoup. C'est pas des marqueurs spécifiques qui appartiennent juste à la maladie cœliaque. Il y a d'autres maladies qui peuvent venir avec ça. Donc, en jaune, c'est la petite proportion de gens qui va développer la maladie. Si on a la génétique, là, on veut aller au bout du processus, on n'a pas le choix, il faut réintroduire le gluten. Oui, c'est plutôt horrible pour les gens qui ont des symptômes. Il s'en vient d'autres méthodes, je vous le dis, mais pour l'instant, on n'est pas là. On parle de réintroduire 1 à 2 tranches de pain par jour pendant 4 à 8 semaines. Si ce n'est pas assez long, ça ne sera pas assez pour qu'on voit les anticorps monter. Les anticorps, c'est des paresseux. Ça leur prend plusieurs semaines avant de s'élever. Euh, Pourquoi aller au bout du diagnostic? Ben, c'est que vous voulez le bon traitement pour la bonne pathologie. Tout comme on ne donnerait pas de l'insuline à une personne qui n'est pas diabétique, l'alimentation sans gluten, c'est un traitement médical. Donc, on veut vraiment que ce soit le bon pour la bonne maladie. Et comme j'expliquais, on n'a pas de preuve que le régime sans gluten fonctionne en dehors de la maladie cœliaque et de la sensibilité au gluten. Puis vos problèmes pourraient être dus à une panoplie d'autres problématiques comme l'intestin irritable, la colite microscopique, le SIBO, l'insuffisance pancréatique, des maladies inflammatoires intestinales ou rhumatoïdes, etc. Donc, si vous le pouvez, je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas au bout de ce processus-là, ils ont trop de symptômes, mais si vous êtes en mesure d'aller au bout, ça vaut la peine pour savoir si vous avez ou pas une maladie cœliaque. Si vous dites, moi, j'essaie, je veux l'essayer, le régime sans gluten, je veux voir comment ça va, je vous suggère de le faire en étant accompagné par un professionnel de la santé, votre médecin ou votre nutritionniste, parce qu'on s'expose à certains risques. Je vous explique un petit peu c'est quoi les risques. On a beaucoup pensé hein, que le régime sans gluten, c'est un régime qui est super santé, c'était utilisé en perte de poids et tout ça, mais on s'est rendu compte que finalement, c'est pas si santé qu'on le pense. Il y a moyen de manger sans gluten
adéquatement, bien sûr. Ça se fait, il y a des très bons produits, mais il y a eu des belles études dernièrement sur le marché. Puis quand on compare un peu la moyenne des produits sans gluten avec la moyenne des comparatifs normaux avec gluten, on se rend compte que dans les produits sans gluten, il y a un peu plus de gras, de sel et de sucre parce qu'on veut avoir une belle texture, un bon goût, on veut un produit qui soit quand même vendeur. Et on sait que quand on retire le gluten, des fois, c'est plus difficile d'aller chercher une belle texture. Ce qui fait qu'on s'expose à un risque de surconsommation d'éléments moins nutritifs. Et à l'inverse, il y a moins de grains entiers, donc moins de fibres, de vitamines, de minéraux. La variété est un peu plus limitée. Hein? Veux pas, on coupe plusieurs céréales, donc notre variété va être restreinte. Et il y a aussi une absence de fortification des farines sans gluten. La farine de blé blanche, pas la grain entier, mais la blanche, elle est enrichie de fer et de vitamine B. C'est obligatoire au Canada, mais ce n'est pas obligatoire pour les farines sans gluten. On aurait bien aimé, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui veut dire qu'on a encore une baisse d'apport en nutriments à ce moment-là. Puis les produits sans gluten également coûtent cher. Je suis sûre que je ne vous apprends rien. On parle là, dans les études de 150 à 500 plus cher pour les mêmes produits. Je vous donne juste un exemple ici. C'est la farine Robinhood. On a la tout usage. Regardez le prix pour 100 grammes. On est à 24 sous pour 100 grammes pour la normale et on est à 88 sous pour 100 grammes pour la sans gluten. C'est 3,5 fois plus cher. Donc, il faut le savoir si on décide d'aller vers cette alimentation-là. C'est une alimentation qui n'est pas évidente à suivre si on est, par exemple, un peu plus vulnérable au niveau économique. Et l'autre chose à laquelle on s'expose, qui commence à être étudiée, mais je suis sûre qu'on va en apprendre plus dans les prochaines années, c'est que l'alimentation sans gluten perturbe le microbiote intestinal. On voit une altération de certaines espèces de bactéries, dont des bactéries qui sont anti-inflammatoires. Et les bactéries également, on voit une diminution de leur potentiel fonctionnel. Elles sont moins aptes à dégrader les glucides et à transporter les sucres. Est-ce que sur le plan clinique, c'est négatif? On ne le sait pas. On n'est pas rendu là, mais on sait que quand on fait un portrait de l'intestin, du microbiote, c'est différent. Comment on explique ça? Ben, c'est probablement à cause des restrictions alimentaires. On coupe des aliments qui sont des bonnes sources de nutriments pour nos petites bactéries. Donc, si je réduis ces nutriments-là, veux pas, ma proportion de bactéries finit par mourir aussi parce qu'ils sont moins alimentés. Donc, voilà pour les petits défis reliés à l'alimentation sans gluten. Le message que je souhaite passer, c'est que oui, le gluten peut être en cause dans vos symptômes. Et si vous soupçonnez cette molécule-là, première chose, dépistage de maladie cœliaque. Si c'est négatif, on en parle à son médecin et une nutritionniste également qui peut vous aider à mieux identifier les intolérances alimentaires. Et si vous décidez d'aller vers une alimentation sans gluten, le mieux, c'est de le faire en étant accompagné aussi pour éviter justement les petits défis, puis avoir une alimentation qui demeure bien équilibrée. Puis ça, je l'ai expliqué déjà tantôt. Voilà. Merci Christine. C'était hyper pertinent comme information, puis je suis convaincue que nos participants vont être capables d'y voir maintenant plus clair, puis de Mhm, décider s'il peut être pertinent ou non pour eux mhm. de retirer le gluten de leur alimentation. Euh, Avant de passer à la suite, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur d'autres intolérances alimentaires qui pourraient aussi jouer un rôle dans les douleurs articulaires? Oui, tout à fait. J'ai mélangé un peu certaines intolérances qui vont plus donner des douleurs digestives, mais qui peuvent, dans certains cas aussi, affecter les articulations. Euh, je me répète, hein, mais tantôt, j'expliquais que l'intolérance alimentaire, c'est pas, il n'y a pas de réaction immunitaire. C'est vraiment plus comme une sensibilité qui, en général, ne va pas entraîner de complications graves. Ce qui veut dire qu'on n'a pas à, contrairement à la maladie cœliaque, on n'a pas à éliminer complètement ces aliments-là. On y va vraiment en fonction de notre tolérance. Le lactose, le fameux lactose, qui a lui aussi en suscite bien des questions. Est-ce qu'il y a un lien lactose-arthrite? J'ai pas la réponse. On n'a pas de données qui disent oui, il y a un lien clairement établi. La plupart des études démontrent qu'en fait, il y a peu ou pas de lien, mais il y a vraiment des gens qui disent, ben moi, quand je mange des produits laitiers, j'ai plus de douleurs articulaires. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est un effet nocebo, une autre molécule? On ne le sait pas.
Mais bien, comme je le dis, on y va avec sa tolérance. Le lactose est causé par une diminution de sécrétion de lactase, qui est l'enzyme qui sert à digérer le lactose. Donc, c'est un sucre là, qui a tendance à fermenter le lactose et qui va provoquer des symptômes. Vous n'avez pas à couper complètement. Il y a toutes sortes d'options sans lactose actuellement. Ça en surprend plusieurs quand je dis ça, mais la majorité des fromages ne contiennent que des traces de lactose, à part les fromages frais comme le cottage ou le ricotta. Mais vraiment, les fromages, là, la majorité des gens intolérants vont très bien les tolérer. Donc, ne vous privez pas de ce merveilleux aliment. Une autre intolérance qui est quand même courante dans la population, c'est l'intolérance, euh, la sensibilité au FODMAP, donc les fameux glucides fermentés cibles. Et ça va être une approche qu'on va essayer, là, l'approche faible en FODMAP. Puis après, on fait des réintroductions pour vraiment comprendre lesquels là, qui nous causent problème. C'est très long à expliquer, je pourrais faire une conférence complète là-dessus. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous ai pisté ici vers un site web de l'Université Monash. C'est l'équipe de chercheurs qui a créé cette approche-là. Ils ont une merveilleuse application qui est vraiment pas chère en plus, là. Puis ça vous dit si l'aliment est riche en FODMAP, modéré en FODMAP, pauvre en FODMAP. C'est vraiment utile quand on fait cette approche-là là, pour mieux comprendre qu'est-ce qui nous cause des ballonnements, diarrhée. Ça va souvent causer des douleurs abdominales, plus rarement des douleurs articulaires. Les FODMAP, ça va être plus vraiment digestif. Les gens vont se plaindre aussi de fatigue, aussi de léthargie. C'est normal hein, parce que la digestion est affectée. L'histamine, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de celui-là, mais lui est susceptible de causer des douleurs articulaires, digestives, des vertiges, des nausées, des étourdissements, mais c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup étudié. L'histamine, en fait, ben, on connaît ce que c'est. C'est une substance qu'on produit quand on a une réaction allergique. Hein. Quand on a le rhume des foins, on en produit, puis on consomme des antihistaminiques, justement. Et il y en a aussi dans les aliments. Et il y aurait certaines personnes qui ont une activité réduite de l'enzyme DAO qui dégrade l'histamine. Ce qui fait que quand elles ingèrent un surplus d'histamine, ça reste dans la circulation et ça déclenche des symptômes. La liste des aliments là, est quand même un peu plus longue, mais je vous ai mis les principaux, les fromages vieillis, les viandes transformées, style charcuterie, viande vieillie aussi, les poissons transformés majoritairement, les fraises, les épinards, les boissons alcoolisées également, particulièrement le vin qui contiennent de l'histamine. Et je vous parle des solanacées. Ma dernière anecdote de la soirée, je jardine beaucoup et cette année, j'ai fait des fiches jardinage. J'ai écrit les familles de légumes. Puis je vous jure, j'ai appris ce mot-là il n'y a pas très longtemps. Et après, je me suis documentée par rapport à l'arthrite. Euh, c'est les nightshades là, qu'on appelle en anglais. J'avais déjà entendu le terme en anglais, mais pas en français. Puis ça, c'est très controversé. Il n'y a pas d'évidence claire, mais encore là, il y a des gens qui disent, ben moi, quand je consomme ces aliments-là, j'ai un pic d'inflammation. Les patates font partie de ça, tomates, les poivrons et l'aubergine. Ce sont les principaux. Je pense que c'est ma dernière diapo. Après, je n'irai pas super loin. Je suis sûre que vous avez déjà eu des super bonnes conférences, mais quand on soupçonne avoir des intolérances alimentaires, ce qu'on veut, c'est le moins de restrictions possible. Parce que chaque aliment nous apporte des nutriments différents et plus on en coupe, plus on risque de couper des nutriments et d'avoir des carences nutritionnelles, donc de se retrouver avec certains symptômes qui peuvent être même causés par des carences nutritionnelles. Le type d'alimentation là, qui est plus préconisé pour les problèmes d'arthrite, c'est l'alimentation de type méditerranéenne, des bons gras, des huiles, noix, graines, beaucoup de végétaux, peu de produits transformés. Puis il y a le guide alimentaire qui est aussi un bon exemple là, d'alimentation qui peut tout à fait convenir. Donc voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup, Christine. Pendant que vous parliez, je vous écoutais attentivement, mais je jetais aussi un petit coup d'œil aux commentaires, là, puis les gens sont dithyrambiques à votre égard. Ah, ben tant mieux. Tout le monde Merci. dit qu'ils ont beaucoup appris. Super. Évidemment, on avait déjà beaucoup de questions avant votre présentation. On en a reçu plusieurs pendant votre présentation. Mhm. On va essayer de répondre là au plus de questions possible, mais je rappelle encore à tout le monde qu'on peut pas, notre invité d'aujourd'hui peut pas poser de diagnostic ni répondre à des questions très personnelles et très liées à votre santé. Mais ce qu'on espère, c'est que cette présentation-là va vous avoir aidé
à ouvrir le dialogue et à en discuter avec vos propres professionnels de la santé. Alors, Christine, une des questions qui est revenue souvent, c'est est-ce qu'on a un indice, est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'on se dit, on devrait se dire, ben là, il faudrait que je me fasse dépister pour la maladie cœliaque? Ouais, c'est une bonne question. Je vous dirais, si vous avez des symptômes digestifs, clairement, peu importe les symptômes digestifs, à moins qu'il y ait déjà une cause bien établie à vos problèmes digestifs. Mais si vous avez des problèmes digestifs de cause inconnue, puis on vous dit, par exemple, ça doit être un intestin irritable, moi, je pousserais ça un peu plus loin, d'aller faire un diagnostic. Également, si vous avez une histoire familiale, définitivement un dépistage, peu importe votre âge. Si vous avez souffert de carences nutritionnelles dans votre vie, de l'anémie particulièrement qui revient de façon inexpliquée, qui ne se corrige pas bien, ça vaut vraiment la peine de dépister aussi. Euh, Si vous avez des enzymes hépatiques élevées, là, vous allez dire, je m'en vais dans le champ gauche, il y a des liens entre maladie hépatique et maladie cœliaque. Puis des fois, dans certains cas, on peut avoir des enzymes hépatiques élevées, mais on ne trouve pas de raison. On mange bien, on a un poids normal, on est actif. Puis le médecin vous dit, ben, vos enzymes hépatiques sont élevées. Ça vaut la peine de dépister une maladie cœliaque également. Puis je dirais problème d'ostéoporose en bas âge, infertilité, fatigue inexpliquée, douleur articulaire inexpliquée également. Finalement, j'en nomme beaucoup, hein? Mais moi, je dis souvent, c'est une prise de sang. Il n'y a, il y a pas de raison, tu sais, qu'on n'aille pas. Puis je sais que des fois, ça peut être le professionnel qui ne veut pas aller au bout, tu sais, mais c'est une prise de sang. C'est pas. Tu sais, c'est toute une vie versus une prise de sang. On essaie de pousser ça. Juste pour vous aider, sur le site de Célia Québec, il y a dans la section professionnelle de la santé, là, il y a un outil dépistage et diagnostic. C'est un outil que vous pouvez télécharger pour ouvrir la conversation avec votre médecin. Il y a les symptômes, il y a la méthode de dépistage. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger, l'imprimer. Ça peut être intéressant là, de l'apporter avec vous. Je vais, on va s'assurer de le mettre à la suite du webinaire. Il y a toujours, dans les semaines qui suivent, un courriel qui est envoyé. Puis, Super, je vais, je vais vous l'envoyer, Isabelle, comme ça, vous allez avoir le fichier. je suis convaincue là, que les gens vont beaucoup apprécier parce que je sais que souvent, il faut insister auprès de notre Oui, médecin pour ça peut avoir des arriver. tests. Ouais, Puis ça m'amène à une autre question. Je sais que vous l'avez dit, mais tu sais, il y ouais, a tellement d'informations. Si on n'a pas de médecin de famille parce que oui. c'est un problème courant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider à prescrire le test de dépistage? Oui, les infirmières praticiennes ont le droit, sont autorisées à prescrire le test pour les anticorps, la prise de sang. Donc oui, ça serait des infirmières praticiennes là, qui peuvent vous aider à ce moment-là. Les nutritionnistes, on ne peut pas encore. J'aimerais vraiment ça, mais bon, c'est sûr qu'on est dans le diagnostic, donc, on ne peut pas poser de diagnostic. Mais bon, qui sait un jour si l'avenir ne nous mènera pas là. Mais pour l'instant, là, c'est médecin ou infirmière praticienne. Euh, on a une question qui est arrivée pendant le webinaire que je trouve intéressant. Est-ce que vous avez des conseils pour aider à toffer les Ouais, symptômes quand on oui, a fait l'erreur d'arrêter le gluten oui, avant d'être oui. testé? Euh, Ce que je peux vous dire, c'est que les premiers jours sont les pires. Ça va s'atténuer un peu parce que ce qui cause des gros symptômes au début, là, c'est le pic, la montée inflammatoire qui va vraiment provoquer les symptômes. Puis après, c'est comme s'il peut se créer un peu une accoutumance. Je ne vous dis pas que ça va aller bien, mais c'est les pires, c'est les premiers jours. Il y avait l'Université de Chicago qui avait émis une autre technique qui était une demi-tranche de pain pour 3 mois, une demi qui pourrait donc causer peut-être moins de symptômes qu'une à deux tranches de pain. Il y a ça qui peut être également essayé. Mais bien honnêtement, là, on est un peu mal pris avec ça. Il y a une équipe de recherche en Australie qui est en train de développer une machine pour prendre le sang d'une personne, du gluten, mettre ça en éprouvette et faire un diagnostic comme ça. Merci, bonsoir, pas besoin de manger du gluten. Mais ça s'en vient, mais c'est ça, quelques années encore, je pense. On croise les doigts, hein, pour Mhm. que tous ces tests-là se fassent de plus en plus Oui, facilement. oui, Euh, Christine, je sais qu'on a parlé des enfants qui peuvent avoir qui peuvent être atteints de maladie cœliaque.
Est-ce que c'est la même chose pour les intolérances? Est-ce qu'on peut avoir des intolérances très jeunes? Ça peut arriver, c'est moins fréquent. On voit moins ça, mais moi, j'en ai déjà vu là, qui commencent comme vers l'adolescence, quand on parle vraiment d'intolérance alimentaire. Par contre, si on a une pathologie comme une maladie cœliaque ou rhumatoïde, des fois, ça peut même commencer là, plus jeune. Mais les intolérances alimentaires, ben, il y a les allergies là, qu'on voit chez les très jeunes bébés qui souvent vont se corriger. Mais intolérance alimentaire, dans ma pratique, moi, j'ai plus vu ça arriver là, tu sais, pré-ado, ado, avec les hormones qui changent, le stress des fois qui apparaît. Puis, intolérance au lactose, ça peut exister. Il y a une autre forme là, d'intolérance au lactose qui est plus rare, mais plus sévère, qui peut arriver aussi chez les plus jeunes, qui va arriver comme vraiment plus tôt dans la vie de l'enfant, versus l'intolérance au lactose plus classique qui arrive un peu plus tardivement dans la vie. Je ne me rappelle pas du nom de cette forme-là, mais je sais que ça existe. Puis, est-ce que, je vais rester dans le même ordre d'idée, est-ce que c'est normal, est-ce qu'on développe les intolérances au fil de la vie? Est-ce que tout à coup, on Ouais. peut devenir intolérant au gluten alors qu'on l'était pas? Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est inexpliqué encore une fois. Il peut y avoir des changements de l'état de santé, du microbiote, des prises de médicaments, des voyages. On attrape une grosse tourista, on revient, on a tout d'un coup des intolérances qui se développent. Donc, oui, c'est très fluctuant au cours de la vie. Puis même, ça peut aller dans le sens inverse. Dans certains cas, comme l'intestin irritable, l'intolérance au FODMAP, souvent, quand les gens ont des pics de stress ou des situations de vie plus anxiogènes, vont avoir une tolérance qui va être beaucoup plus moindre. Puis, tiens, quand ils partent en voyage, mettons, sont relax, tout va bien, oups, tout d'un coup, ils tolèrent un peu mieux. Fait que, tu sais, il y a des composantes. C'est multifactoriel, hein, les intolérances. Puis oui, ça peut tout à fait arriver n'importe quand au courant de la vie. Et une question qui est super importante, je pense. Comment est-ce qu'on gère ça? Des repas en famille ou au restaurant quand on n'a pas le contrôle Oui, précis de ouais, l'aliment quand on est ouais. avec un régime sans gluten? Oui, c'est pas évident. C'est vraiment un défi. Là, on a fait une étude sur la qualité de vie des personnes cœliaques au Québec. Puis les restaurants, c'est l'enjeu numéro un. C'est vraiment ça qui ressort le plus. Euh, la façon de gérer, c'est vraiment de se préparer à l'avance, c'est-à-dire c'est d'appeler, de vérifier. Euh, moi, j'ai toujours mon trois questions de base à poser au restaurateur. Ma première question, c'est connaissez-vous la maladie cœliaque? S'ils ne connaissent pas la maladie cœliaque, vous sortez de là et vous allez ailleurs. Deux, est-ce que vous utilisez un espace qui est dédié dans la cuisine? Est-ce que vous faites tout sur la même table ou vous avez un petit coin, une petite section qui est réservée à la production sans gluten? Et est-ce que vous avez de l'équipement dédié? Par exemple, le four à pizza, la friteuse. On peut en nommer un petit peu comme ça pour voir, tu sais. Puis si les gens vous répondent de manière positive, ça indique là, que les chances sont quand même bonnes que ça se passe bien. Il y a une application qui existe qui peut vous donner un petit coup de main. Ça s'appelle Find Me Gluten Free. C'est une application qui va vous identifier selon votre zone où est-ce qu'il y a des repas sans gluten. Quel restaurateur offre des repas sans gluten? Je ne vous dis pas que c'est parfait. Je ne vous dis pas que c'est parfait parce que euh, ils n'ont pas nécessairement une certification sans gluten. C'est vraiment là où il y a une offre sans gluten. Par contre, on a les commentaires des usagers. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on peut avoir l'expérience des gens, on a des petites étoiles. Fait que ça nous aide beaucoup, mais je vous suggère quand même d'appeler puis de vous préparer pour le restaurant pour être sûr là, qu'il puisse vous recevoir. Puis la famille, je vous dirais, ben, c'est au fur et à mesure. La sensibilisation, la compréhension. Moi, je suggère toujours à l'entourage de suivre une formation. On en donne des formations chez Célia Québec, mais si l'entourage suit également la formation, là, c'est tout un autre. Je suis sûre que justement, à ce soir, ça a éclairé des lumières pour plusieurs. C'est la même chose pour l'entourage. Quand on entend vraiment c'est quoi la maladie cœliaque, là, on est plus apte à soutenir et à mieux comprendre la personne qui est touchée. Euh, je pense que je vais étirer un petit peu le temps là, parce qu'on a vraiment plusieurs super Ben bonnes oui, questions. oui.
Est-ce que les suppléments d'enzymes pour Mm. digérer le gluten ou le lactose, c'est efficace? Le lactose, oui. Ça, oui, c'est efficace. Là, il n'y a vraiment aucun problème. Vous pouvez tout à fait prendre ça. C'est comme juste au moment où vous allez consommer du lactose, vous en prenez. Ça va aider. Le gluten, non. Puis là, je vous dis, on est dans un moment où on en a vu sortir sur le marché des enzymes. Euh, Peut-être pour les sensibles au gluten, pas pour la maladie cœliaque, pas dans le moment. Les études qui ont été faites sont pas assez costaudes pour dire oui, on y va. Donc, actuellement, il n'y en a pas, mais il y en a à l'étude qui sont prometteuses. Donc, on espère que peut-être justement, ça pourrait être quelque chose qui va aider quand on fait une sortie en famille, au restaurant, qui pourrait aider pour la contamination, par exemple. Mais dans le moment, il n'y en a pas. Mais finalement, je suis vraiment contente d'avoir posé la question. Je pense que c'était important, ça va avoir répondu. Oui, ouais, ouais. Euh, Est-ce que une crise sévère, tu sais, si on a pris du gluten, est-ce que ça peut causer un choc anaphylactique? Est-ce qu'il faudrait se procurer un EpiPen? Non, j'ai entendu un cas, puis on en a jasé avec un allergologue, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passait. Puis c'est-tu vraiment un choc anaphylactique au gluten? On ne sait pas trop, mais non, les gens cœliaques, je vais dire 99,9%, il n'y a pas de choc anaphylactique, donc il n'y a pas besoin d'avoir d'épipène. Quand on fait une réaction au gluten, là, souvent ça va se produire, les symptômes vont arriver 1 à 4 heures après l'ingestion. Puis ça peut durer 24 à 72 heures. Après ça, ça rentre dans l'ordre. Il y a rien à faire. On attend que ça passe. Ben, Christine, merci infiniment. Ça me Euh, fait plaisir. on a énormément appris. Good, ça me fait super plaisir. Merci de l'invitation. Je suis vraiment contente. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Céliac Québec? On en a beaucoup, Oui, on l'a beaucoup nommé, mais c'est notre partenaire oui, ce oui, oui, soir. Vous êtes avec eux. Est-ce que vous pouvez oui. nous en parler un peu? Oui, dans le fond, moi, c'est ça. Je suis diététiste pour Celiac Québec. Je ne sais pas si j'ai de nouveau accès aux petits trucs pour avancer les diapos. Je ne suis pas certaine. Je vais Mais demander. sinon, si quelqu'un veut avancer à la prochaine diapo. Celiac Québec, dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque. On existe depuis 1983, donc ça fait quand même un petit peu plus de 40 ans. Notre mission première, c'est de faciliter la vie des gens qui ont cette maladie-là. On est vraiment présent, là, on a un service à la clientèle. Vous nous appelez, on répond. Si on ne répond pas, c'est parce qu'on est au téléphone avec quelqu'un d'autre. On va vous rappeler. On a beaucoup de demandes ces temps-ci, donc surprenez-vous pas si on vous rappelle 1 ou 2 journées plus tard, mais on rappelle tout le monde. On offre beaucoup de sessions de formation éducative justement sur la maladie, l'alimentation sans gluten. On fait des activités, on sort en groupe, on a un camp familial, on va au restaurant, on fait plein d'activités comme ça. On invite aussi des experts, un peu comme on l'a fait ce soir, on fait un peu cet équivalent-là aussi. Mais on va au-delà de la communauté aussi. On va aller former les professionnels de la santé, les médecins, les infirmières, les nutritionnistes, les pharmaciens. On a des formations pour eux. On est en train de travailler sur une formation pour les restaurants avec les THQ. Donc ça s'en vient là, très, très, très prochainement. Euh, on va aussi faire des démarches gouvernementales, notamment pour améliorer le retour financier qui est offert aux personnes cœliaques parce qu'actuellement, les enfants ont droit à un retour, un crédit d'impôt. Les adultes ne l'ont pas, mais peuvent déclarer un certain montant sur les impôts. Mais c'est super complexe, puis ça donne, comme je dis, des pinottes à la fin de l'année. Donc, on fait des démarches auprès du gouvernement. Puis, on est aussi partenaire de l'industrie alimentaire, le MAPAC. On gravite un peu autour de tout le monde qui serait impliqué en maladie cœliaque ou en production sans gluten. Et c'est pas mal ça. On a des jasettes sans gluten aussi à tous les mois sur le web avec différents sujets pour vraiment tout se donner des trucs parce que la communauté cœliaque, je suis un peu
pas mal sûr que c'est comme votre communauté à vous aussi. C'est une communauté qui se soutient énormément, qui s'entraide beaucoup. Donc, on est beaucoup dans le partage et l'entraide. On a aussi un répertoire de nutritionnistes. Peut-être que ça peut vous intéresser. C'est des nutritionnistes qui ont suivi des formations de plus en maladie cœliaque et qui en font beaucoup dans leur pratique. C'est sur le site, là. Vous avez toutes leurs coordonnées. Si jamais vous avez envie de les consulter, elles sont là. Puis, les gens qui deviennent membres de Célia Québec aussi, là, on a un magazine qu'on vous envoie plusieurs fois par année, toutes sortes de communications. Fait que bref, tout plein de services dans un but d'accompagner les personnes qui sont atteintes de cette maladie-là et leur entourage. Voilà. Puis on est dans le mois de la sensibilisation justement à la maladie cœliaque, là. Si vous jetez un petit coup d'œil, on est dans notre défi caméléon actuellement. Il y a un défi pour justement sensibiliser à la maladie. Eh bien, merci. Là, je vais essayer de conclure rapidement parce que j'ai abusé des questions. Mais j'aimerais d'abord vous demander de répondre au petit sondage que vous allez voir apparaître à l'écran. Alors, vous allez voir la question apparaître, je me sens mieux informée ou outillée après avoir participé à ce webinaire. Les options de réponse sont fortement en accord, d'accord, neutre ou fortement en désaccord. Alors, je vous demande de répondre de la façon qui convient le mieux, évidemment, pour vous. Et pour ceux qui n'arrivent pas à répondre au sondage et qui aimeraient nous donner des commentaires plus complets, il y a aussi un sondage plus étoffé qui va vous être envoyé avec l'enregistrement de la présentation. C'est super important pour nous que vous que vous répondiez au sondage. Ça nous aide vraiment à créer des webinaires sur des sujets qui vous intéressent, comme celui de ce soir, je crois, en tout cas. On recrute aussi très activement de nouveaux bénévoles pour participer à nos tables rondes de consommateurs en ligne. On recherche particulièrement des personnes francophones et des personnes qui vivent dans les territoires et les provinces de l'Atlantique. Donc, si vous êtes un francophone de l'Atlantique, c'est sûr qu'on veut vous voir, mais si vous êtes un francophone et que vous êtes intéressé à répondre à des sondages, à faire entendre votre voix et à contribuer à des discussions importantes, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Mes collègues vont vous envoyer le lien dans le clavardage. Et comme toujours, je vous parle d'aide-entraide. Je vous invite à vous inscrire au groupe animé par nos bénévoles afin de continuer la conversation que je voyais sur le clavardage là, qui était très active. Je pense que vous pouvez discuter avec des gens qui vivent les mêmes enjeux que vous. C'est toujours super intéressant. Et enfin, je vous invite à être des nôtres le 10 juin prochain pour notre dernier webinaire de la saison. Après ça, on va reprendre à l'automne, mais il va vous aider à mieux comprendre les différents types de douleurs. Je pense que ça va être super intéressant. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions à questions@arthrite.ca. Encore une fois, je remercie Pfizer et tous nos autres commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite qui ont rendu cette présentation possible. Évidemment, un énorme merci à Christine Desjardins pour sa présence avec nous et ses nombreux renseignements et à Cœliaque Québec d'avoir collaboré à cet événement. En mon nom, au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous souhaite une excellente fin de soirée.